Récemment, OpenAI a donc ouvert son agent de codage Codex au monde entier, donc au grand public. Il est possible d'y accéder depuis son abonnement ChatGPT+. Je n'ai pas encore testé si on pouvait y aller sur un compte gratuit, mais en tout cas, je vous fais ce test sur un compte avec 20 $ par mois sur l'abonnement et on va le comparer à son rival, bien entendu, Cursor, qui lui, par contre, est un IDE. L'objectif de cette vidéo, ça va plus être de faire le comparatif, lequel est le plus utile et surtout les avantages et les contraintes. Alors, le premier avantage, bien entendu, on va commencer par Codex. On verra sur Cursor un petit peu après. Pourquoi j'ai choisi Cursor en termes d'alternative? Parce que on va tout simplement aller sur l'un des IDE les plus avancés et clairement dans ce domaine, c'est Cursor actuellement. Donc, au niveau de Codex, lorsqu'on se rend sur l'interface de ChatGPT, on peut constater que les outils comme par exemple Sora et Codex sont bien entendu sur la gauche. Donc, il suffit d'un simple clic pour pouvoir accéder à notre agent Codex. Lorsque nous accédons pour la première fois à Codex, bien entendu, il sera demandé d'enregistrer ses projets, de connecter son compte GitHub. Si vous ne savez pas faire, il y a tout simplement pas mal de tutoriels sur GitHub qui existent. Vous créez un compte et de toute façon, tout est automatisé. Vous avez juste à suivre les instructions. Et lorsque votre dépôt est connecté, vous avez le choix de connecter ou non l'agent à Internet pour ensuite faire des modifications. Ici, je suis sur un environnement hors ligne, ce qui veut dire qu'il n'y a que ChatGPT et pas d'agent externe qui peut intervenir. Donc c'est là justement qu'on va revenir sur les avantages et les inconvénients de Codex au niveau de son utilisation et des limites qu'on peut avoir. Premièrement, j'ai donc fait quelques tests avant de tourner cette vidéo pour voir un petit peu ce qu'il était possible de faire avec Codex et c'est vrai que j'ai très rapidement atteint certaines limites que moi, en tant que développeur de mon côté, je pourrais avoir plus de simplicité avec un simple IDE comme Cursor. Premièrement, je lui ai demandé donc de faire la structure de ma page d'accueil. Donc là, ce ne sont pas du codage, ce sont simplement des demandes. Et donc là, on peut par contre attribuer un point à ChatGPT qui est entièrement pas gratuit parce qu'il faut quand même l'abonnement, mais effectivement, contrairement à GitHub Copilot où il faut aller sur GitHub demander par rapport à son référentiel, là ici, je lui ai simplement demandé comment se structure ma page d'accueil. Effectivement, il a bien trouvé dans le fichier source, enfin dossier source, app et page.tsx avec l'ensemble de mes composants apportés pour me faire la structure complète. Ensuite, sur ma deuxième demande, j'ai donc demandé à ChatGPT Codex de pouvoir me décrire comment fonctionnait la gestion d'accès au dashboard et l'authentification que j'avais moi-même configuré via Cursor. Il a bien trouvé effectivement que la protection du tableau de bord repose sur un jeton JWT stocké dans le cookie token et la vérification se fait via getSession, srclibauth.ts. Donc il a plutôt bien résumé tout ce que j'avais mis en place, donc jusqu'à là on n'a pas de souci. Ensuite, la troisième tâche que je lui ai demandé, bien entendu, ça va concerner une modification. Alors c'est justement là qu'on va parler de la problématique principale, c'est du fait que Codex n'est absolument pas adapté pour faire du front-end. Bien que vous pouvez demander des tâches front-end à Codex, mais le problème c'est que est-ce que vous avez déjà essayé de peindre les yeux fermés? Eh bien c'est pour ça que le front-end n'est pas du tout adapté chez Codex pour le moment. Donc là, ici, je lui ai demandé d'améliorer la structure du projet dans le README pour que ce soit un petit peu plus clair à comprendre, vu que c'est quand même le fichier où tout le monde va consulter sur le GitHub pour voir l'installation, comment ça se passe. Effectivement, au départ, c'était assez complexe. On peut voir que j'avais fait via ChatGPT en plus au niveau de cette arborescence avec les arrobases, etc. Enfin, c'était pas ce qu'il y avait de plus facile. Donc là, ici, j'avais demandé cette tâche à ChatGPT anciennement, enfin même avec Cursor, de construire l'arborescence pour pas avoir à mettre moi-même les tickets. Enfin, c'est assez compliqué à faire soi-même. Donc, il l'a fait, mais il avait mis les noms de fichiers, il avait mis des choses qui n'avaient pas nécessairement besoin. C'était pas forcément bien lisible. Tandis qu'ici, j'ai demandé à Codex de refaire au niveau de l'interface pour que ce soit plus facile à comprendre. Et donc là, effectivement, tout est bien en ligne et c'est beaucoup plus lisible. Ensuite, au niveau des modifications, lorsqu'on souhaite enregistrer et sauvegarder ça dans son GitHub, eh bien c'est très simple, je vais vous faire un exemple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Codex tout simplement une tâche très simple. Je vais pas lui demander de modifier mon application, je vais tout simplement vous montrer comment ça se passe quand on fait une demande de modification depuis notre référentiel avec Codex. Donc là, je vais tout simplement lui soumettre améliore la clarté des explications dans le README. Une fois qu'on est d'accord avec ça, on a tout simplement le bouton code, on clique dessus et ensuite on laisse Codex agir. Donc comment on sait quand il est en train de travailler? Très simple, on verra ici tout simplement une tâche qui est en cours. On a juste à cliquer dessus et ça va nous ouvrir tout simplement la fenêtre du terminal
où on voit Codex en train de travailler. Alors je précise que le petit point négatif concernant Codex, contrairement à un IDE, c'est qu'effectivement il va falloir attendre qu'il ait terminé, ça peut mettre quand même assez longtemps, mais par contre l'avantage c'est que c'est complètement asynchrone, donc même chose qui a été lancée d'ailleurs chez Cursor actuellement, les fonctions asynchrones pour lancer des background agents, mais l'avantage c'est que vous pouvez ouvrir ChatGPT depuis votre téléphone même et donc demander une modification sur votre référentiel à distance. Là pour le coup c'est un avantage qu'on va attribuer à ChatGPT. Ok, donc là on peut voir que Codex a terminé, donc il a mis à peu près 2 minutes et quelques pour finir la tâche, et donc là il va m'afficher en fait tout simplement le div, donc tout ce qui a été modifié dans mon fichier README. Donc on peut voir qu'il a mis quelques petites modifications, donc toutes les lignes en verte, ce sont les lignes qu'il a mis en place, et toutes les lignes rouges, ce sont les lignes qu'il a donc enlevées pour justement montrer la différence. Donc là, on va parcourir rapidement notre fichier pour voir un petit peu si c'est assez clair. Alors c'est vrai qu'à ce niveau-là, quand on voit sur le vert et rouge, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus pratique, mais on peut voir que principalement, il a modifié au niveau des explications. Donc lorsque vous êtes OK avec une modification faite par Codex, eh bien tout simplement, en haut, vous pourrez retrouver le bouton « Créer une demande d'extraction ». Ça va tout simplement envoyer une pull request à votre GitHub. Et quand vous avez cliqué sur le bouton, ensuite, il va y avoir un petit état de chargement. Vous revenez sur le même bouton et là, ce sera affiché la demande d'extraction. Quand vous cliquez dessus, ça va tout simplement vous orienter vers votre GitHub. Et là, ensuite, quand vous allez descendre, donc vous serez déjà dans la section pull request. Et là, vous verrez qu'il y a marqué merge pull request. Donc, encore une fois, désolé, c'est GitHub, c'est en anglais. Et bien, tout simplement, c'est pour appliquer sur la branche principale votre modification. Donc, on va faire merge pull request. Ici, il vous demande d'indiquer un commit message pour avoir un peu plus d'explications. Donc là, ici, je n'ai pas besoin. Je vais faire confirm merge. En plus, c'est un projet qui est déjà open source et téléchargeable. Et donc, on peut voir que ça y est, ça a été fait. Je vais retourner dans code. Je vais donc aller ouvrir mon README qui est juste ici. On peut voir ici, voilà, modifié il y a 1 minute pour clarifier les installations et les étapes. Et quand on clique dessus, voilà, effectivement, il m'a modifié un petit peu l'ensemble des choses. Donc, l'étape 1, installation, cloner le dépôt. Il m'a fait un truc un peu plus joli que ce que j'avais fait. Effectivement, il n'a pas modifié 150 trucs, mais il a un petit peu mieux clarifié pour que ce soit mieux présenté. Donc, pour cette première partie de la vidéo, effectivement, avec Codex, on va s'arrêter ici. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme je vous ai précisé précédemment en début de vidéo, on peut utiliser Codex sur un large choix de requêtes quand même. C'est vrai que via OpenAI, ils ont un quota très généreux. Je crois que si j'ai bien lu, c'est 40 requêtes toutes les 3 heures sur l'abonnement pro. Enfin, sur l'abonnement plus. Pro, c'est vraiment illimité, mais il n'y a pas besoin de débourser 200 $ par mois. Si vous avez l'abonnement plus, vous pouvez donc effectuer énormément de requêtes, contrairement effectivement avec Cursor ou Windsurf, qui d'ailleurs se prend un petit peu des vols dans les plumes avec Anthropic en ce moment. Donc, je préfère largement Cursor à ce niveau-là. Mais on va dire qu'on va avoir un petit peu plus de choix et de quotas disponibles dans Codex que évidemment Cursor. Mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment une concurrence réelle, parce que Cursor est un IDE et Codex est un environnement dans ChatGPT. Alors maintenant justement, venons-en à pourquoi c'est différent de Cursor et pourquoi effectivement l'un n'est pas adapté à un certain cas d'usage et pourquoi Cursor sera peut-être plus efficace sur les deux tâches. Déjà principalement parce que pour accéder à Codex de manière régulière et simple, vous devez posséder un abonnement à ChatGPT, ce qui veut dire débourser 20 $ par mois. 20 $, c'est un petit peu relatif parce que sur iOS, moi je paye 22,99 €. Donc ouais, vous avez compris. Et Cursor, bien entendu, lui, c'est un tarif de 18 $ et quelques. Donc forcément, on est sur les 18-20 $, donc qui est un tout petit peu moins cher que ChatGPT ou quasiment équivalent. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, on va avoir accès à l'IDE pour les tâches front-end, les tâches back-end, le monorepo, le GitHub, l'intégration, base de données, on peut tout gérer au même endroit. La seule différence, c'est que Codex, on peut y accéder depuis ChatGPT, depuis son téléphone, et Cursor, forcément, c'est que via l'ordinateur. Et donc là, ici, ce que j'ai fait comme exemple, c'est que je vais pas non plus aller modifier mon code, vu que je sais qu'il fonctionne, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, quand on va voir au niveau du local, on peut voir ici que j'ai lancé mon tableau de bord, il fonctionne très bien. L'authentification fonctionne également, on peut se déconnecter, revenir, tenter d'accéder au dashboard, il y a toujours la bonne sécurité. Il m'avait même corrigé une erreur de ma part
d'avoir mis en asynchrone la gestion de la session du token. Donc là, forcément, le dépôt n'est pas à jour. Pourquoi? Parce que je l'ai téléchargé sur mon ordinateur, je l'ai cloné, et donc là, on peut voir que j'ai cette fois-ci, néanmoins, mon repository qui est dans mon ordinateur et que je peux modifier avec Cursor. Comme on a pu voir tout à l'heure, Codex, pour faire une simple modification d'un README, ça a quand même pris un peu plus de 2 minutes. Donc forcément, c'était un peu long, il faut lui faire la demande, attendre, merger la pull request. Donc à force, on pourrait s'y perdre un petit peu. La différence avec un IDE comme par exemple Cursor, c'est qu'on va pouvoir faire notre modification. On va avoir tout simplement le M, comme on peut voir à côté du PNPM log, qui est juste ici, qui est un autre fichier, mais qui indique qu'il y a eu une modification, donc qui est connecté à notre dépôt pour pouvoir faire une mise à jour. On n'a pas besoin de faire des pull requests à chaque fois qu'on fait une modification ici. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai demandé exactement la même tâche que j'avais demandé à Codex au niveau de Cursor cette fois-ci, mais j'ai pas utilisé un modèle de GPT. Non, j'ai utilisé Claude 4 Sonnet Thinking, donc forcément un modèle assez intelligent. Donc on pourra pas notamment comparer au niveau de Codex parce qu'ils n'ont pas leur modèle, mais par contre au niveau de la présentation, c'est vrai qu'il m'a fait quelque chose de beaucoup plus complet. Donc là, on va pas faire le tour complet dans ce fichier-là parce qu'on n'aura pas l'aperçu sur GitHub, mais l'objectif, c'est que quand quelqu'un va se connecter sur mon répertoire dans GitHub, c'est qu'il comprenne facilement les explications. Ce qu'on veut, c'est pas juste du code, c'est du concret derrière. Donc là, vu que j'ai modifié ce fichier, effectivement à gauche, on peut voir dans notre README cette fois-ci qu'on a bien le petit M qui indique une modification. Donc ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vais envoyer la modification de mon code directement sur le répertoire GitHub et on va pouvoir constater le changement. Alors bien sûr, avant que je fasse le changement, on va juste faire un petit avant-après. Donc on va faire le petit tour sans forcément rentrer dans le détail de comment ça a été conçu. Donc vous pourrez revenir en arrière dans la vidéo pour voir justement les différences de comment ça a été présenté ici. Donc c'est déjà assez clair, hein, dans l'ensemble, on comprend bien les choses. Et maintenant, on va voir le après lorsque j'aurai fait la mise à jour. Bon, alors j'ai eu quelques petits soucis entre temps, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de modifications que j'ai dû faire parce qu'effectivement Codex m'avait fait pas mal de problèmes. Si vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous avais dit que Codex m'avait corrigé mon code quand j'avais mis mon répertoire en disant que c'était pas bon d'avoir mis un await au niveau de mon token, alors qu'effectivement si, parce que j'avais bien fait, effectivement, oui, quand j'ai voulu le faire en build, eh bien il me l'a refusé parce qu'il m'a dit non, c'est pas normal. Donc déjà ici, gros point négatif de Codex, si tu commences à me casser mes répertoires, ça va pas le faire. Enfin bref, on avait parlé qu'on voulait juste regarder la qualité du README et effectivement, voilà le petit avant-après. On peut voir que c'est quand même beaucoup plus clair avec la modification qu'il m'a fait. Ici, on comprend directement les fonctionnalités, les technologies, c'est beaucoup mieux rédigé. On a les prérequis, installation rapide, donc là ça n'a pas trop changé, mais il a regroupé les choses, lancé l'application, structure de projet, tout est bien en ligne, ça c'est super. Les scripts disponibles pour la petite documentation, bonus pratique, bonne pratique implémentée, recommandations, contributions, support, blablabla. Donc là il m'a mis des choses que j'avais pas besoin, mais c'est déjà pas mal. Donc effectivement la solution est sans appel. Je n'utiliserai pas Codex plus longtemps pour faire des modifications, sauf si vraiment je dois faire des choses dans des dossiers ou lui poser des questions sur d'autres choses. Mais au niveau des projets, je trouve que c'est encore un peu dangereux, surtout de confier l'autorisation à Codex depuis votre répertoire. Vous avez quand même le contrôle des pull requests, vous pouvez les rejeter. Mais au vu des capacités, je pense que ChatGPT n'est pas encore bon pour faire du développement logiciel. Donc voilà, c'était tout pour cet avis en vidéo. J'espère qu'il aura pu t'éclaircir, de comprendre les limites de Codex, les avantages de Cursor, surtout que les deux nécessitent quand même de payer. Donc quitte à payer, autant quand même avoir un IDE complètement assez puissant. Mais c'est vrai que d'un côté, Codex, malgré mon côté un peu déçu de ce qu'il m'a fait, il reste assez pratique pour les utilisateurs qui n'ont pas nécessairement l'expérience de coder et qui veulent faire des petites maquettes ou simplement connecter un GitHub et pouvoir faire du développement un peu plus facile en arrière-plan. Si cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir dans les commentaires, lâche un pouce bleu, abonne-toi, partage cette vidéo et on se retrouve bientôt. Sur ce, bye bye! Thank you.